Bonsoir, bienvenue. Ça vous regarde en direct. Notre grand témoin ce soir, c'est vous, Nicolas Bavray. Bonsoir. Bonsoir. Économiste et historien, vous publiez Démocratie contre empire autoritaire aux éditions de l'Observatoire. C'est un essai qui analyse en profondeur la grande confrontation à l'œuvre et depuis longtemps entre l'Occident d'un côté, la Russie et la Chine de l'autre. Nous avons des ennemis et nous avons trop tardé à les voir comme tels. Nous dites-vous en substance, on va y venir. Mais tout n'est pas perdu. Vous restez optimiste et on peut sauver nos valeurs, les valeurs de la liberté politique. On en parle longuement tout à l'heure. Mais on commence ce soir avec un rapport choc, celui de la commission d'enquête de la filière française sur le nucléaire. Incurie, divagation, pardonnez-moi. Divagation, les mots sont forts, divagation politique. Les députés, ils accablent les décisions des pouvoirs publics sur les 30 dernières années et ils essayent de tirer les leçons des erreurs passées. Alors comment retrouver indépendance et souveraineté énergétique? C'est notre grand débat ce soir avec nos invités. Avant de retrouver à 20h15 les partis pris de nos affranchis et puis Bourbon Express, bien sûr, l'histoire du jour à l'Assemblée. Voilà pour le menu ce soir. Vous me suivez, Nicolas Bavray? Merci beaucoup. Eh bien, c'est parti. Des décisions prises à l'envers, une lente dérive, un effarant cocktail d'ignorance, de cynisme, de naïveté ou de démagogie, ça fait beaucoup. Rarement un rapport parlementaire n'aura été aussi cinglant pour pointer les erreurs qui ont conduit à la perte de souveraineté et d'indépendance énergétique de notre pays. Bonsoir Antoine Armand. Bonsoir. C'est vous le rapporteur de cette commission d'enquête, vous êtes député Renaissance de Haute-Savoie et vous avez égrené les erreurs commises sur les 30 dernières années lors d'une conférence de presse. On en verra quelques extraits, c'était à la mi-journée à l'Assemblée. Bonsoir Anne-Laure Blin. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes députée Les Républicains du Maine-et-Loire. La droite a aussi sa part dans la perte de souveraineté dans les années 2000-2010. On en dira un mot. Bonsoir Julie Laernous. Bonsoir. Et bienvenue sur ce plateau. Vous êtes députée Europe Écologie Les Verts de Loire-Atlantique. Vous êtes membre de cette commission d'enquête, mais vous n'avez pas voté ce rapport. Vous ne cautionnez pas ses conclusions. Vous nous direz pourquoi. Enfin, bonsoir Géraldine Wessner, grande spécialiste du dossier nucléaire que vous suivez, entre autres, pour le journal Le Point. Nicolas Bavray, évidemment, intervenez quand vous le souhaitez dans ce débat. Vous connaissez aussi ces questions énergétiques. Alors, que dit-il précisément, ce rapport? Il a 200 secondes, pas facile, pour nous le résumer. Le chrono de Blacko, pour commencer. Et je me retourne pour vous accueillir. Bonsoir Stéphane, bonsoir. à toutes et tous. Alors, ce rapport. Ce matin, j'étais un peu ému, ce qui n'arrive pas souvent quand on regarde LCP. Mais moi, j'étais un petit peu chafouin après les débats sur la réforme des retraites, le chahut, un peu façon Hanouna, ça ne me déplaisait pas. Et ce matin, j'ai vu que les représentants du peuple, ou de la nation, comme vous voudrez, étaient capables de se mettre d'accord sur les sujets extrêmement importants, peut-être même le sujet le plus important, donc pas la réforme des retraites, mais la souveraineté énergétique de notre pays. Regardez comme c'était beau. Vous voyez sur la gauche de l'écran, le LR Schellenberger qui a voté la censure du gouvernement Borne, qui serre chaleureusement la main à Antoine Armand qui est là ce soir et qui lui a voté pour la réforme des retraites. Donc il y a eu vraiment un vote très favorable sur ce rapport. 31 membres, 2 voix contre qui représentaient les écologistes et les insoumis. Alors c'est bien sûr impossible de résumer un rapport de 400 pages en 200 secondes, donc je ne vais pas réussir à le faire, mais si je devais essayer, je dirais qu'il y a 3 erreurs commises dans le passé qu'on doit éviter de reproduire si possible. Donc la première, ça serait avant de prendre une décision politique, ça serait bien de consulter sérieusement et les scientifiques et les industriels qui sont concernés par la question. Et le meilleur exemple d'erreur qui a pu être commise dans le passé, c'est bien sûr le choix de supprimer 24 réacteurs pris par François Hollande. La version d'Arnaud Montebourg, on l'écoute. L'accord a été présenté par Martine Aubry à l'époque comme un changement de société et par Cécile Duflot comme une rupture historique. Bon, pour moi, c'est un accord de coin de table. C'est-à-dire qu'on s'est mis d'accord sur un marqueur politique de manière à marquer les esprits et on s'est retrouvé avec un programme qui expliquait qu'il fallait fermer 24 réacteurs. Et après, vogue la galère.
Évoque la guerre. Alors, cela dit pas de Hollande bashing, ou pas trop en tout cas, parce que vous savez bien que les politiques doivent tenir compte de l'opinion. Or, en 2011, c'était Fukushima, et donc forcément, la cote du nucléaire avait sérieusement plongé. Mais ça nous rappelle que l'émotion ne doit pas forcément prendre le pas sur la raison. Même aujourd'hui, regardez, Sandrine Rousseau dit elle-même qu'on est souvent trop rationnel en politique, peut-être par provocation. Elle dit, moi, je préfère les sorcières plutôt que les ingénieurs. Mais c'est pas juste rigolo. Regardez les jeunes, quand on fait des sondages, il y a une majorité de jeunes qui sont convaincus que le nucléaire produit autant de CO2 que le gaz et le charbon. Donc, donc si il y a de la pédagogie à faire. Ils ne sont pas nombreux, mais s'il y a des gens qui nous regardent, je leur dis c'est faux. Voilà. Donc ça, on peut essayer d'œuvrer un petit peu pour la chose. La deuxième erreur à ne pas reproduire, si possible, c'est de jeter des belles idées en l'air sans se soucier de la manière dont on les réalise concrètement, donc de manière industrielle. Exemple, l'eau renouvelable, vraiment une super idée. C'est pas moi qui dirais du mal de ça, sauf qu'aujourd'hui, presque la totalité des panneaux solaires sont fabriqués en Chine. Et ça, au point de vue de la souveraineté, forcément, c'est un petit peu moyen. Donc il faut créer des filières industrielles en France. Et donc Antoine Armand, peut-être par provocation, disait « Attention, regardez, on a Total chez nous, une entreprise très populaire qui fait des plateformes de forage flottantes. Et s'ils faisaient des éoliennes flottantes, est-ce que ça ne serait pas une bonne idée ?» Écoutez-le. Si 50 parcs éoliens permettent d'améliorer considérablement notre production à court terme, j'entends à moins de 15 ans, et donc à moins de 10 ans en particulier, il faut qu'on puisse réduire, voire supprimer les procédures de concertation et de délibération qui ne sont pas absolument essentielles à la qualité technique du projet et à la préservation de l'environnement. Bon, j'imagine que vous n'êtes pas très contente en entendant ça, mais tout le monde doit se remettre en cause dans ce dossier. La troisième erreur, c'est la dernière que je vais vous citer à ne pas commettre, c'est de faire une confiance aveugle à l'Europe. Je sais bien qu'on a longtemps pensé que ceux qui critiquaient l'Europe étaient forcément des populistes. Vous voyez, aujourd'hui, même un Européen convaincu comme Antoine Armand dit « Non, sur la question de l'énergie, on ne peut pas payer l'électricité pas chère qu'on a grâce au nucléaire. Au prix du gaz, la France doit passer avant l'Europe. » On l'écoute. Je le dis en tant que député profondément pro-européen, nous ne pouvons plus, nous ne devons plus accepter un cadre européen qui désavantage la France et qui va à l'encontre de ses intérêts vitaux. Donc, comme prévu, c'était complètement impossible de résumer 400 pages en 200 secondes, mais juste une image quand même, pour vous lancer le débat, regardez. Ça, c'est ce qui nous attend, c'est le mur énergétique. C'est-à-dire que si on ne prend pas très vite des décisions, on fonce dedans. Mais vous êtes là pour en débattre. On espère qu'on ne va pas aller jusque-là. Merci beaucoup, Stéphane. On va continuer à parler du diagnostic, parce qu'il y a aussi des propositions pour l'avenir. Antoine Armand, on parle énormément des années Hollande, ce serait la période la plus grave, d'erreurs commises, etc. Mais pas seulement. Il y a 30 ans d'incurie. Et si on remonte à la décennie, à la fin des années 90, début 2000 jusqu'à 2010, il y a 10 années de perdu. Expliquez-nous ça. Oui, il me semble que ce que les auditions ont très bien montré, c'est que cette décennie de la fin des années 1990 au début des années 2010, c'est une décennie de grande latence, où nous ne mettons pas en place des filières pour développer les énergies renouvelables. C'est une période où on produit plus d'électricité qu'on en consomme. On produit un petit peu plus d'électricité qu'on en consomme, on l'exporte, c'est très bien, et donc on est victime de ce que j'appelle une illusion surcapacitaire. On croit que finalement, on n'aura pas besoin de plus d'électricité dans le futur, alors que nous sommes déjà conscients de l'importance de réussir la transition écologique. Et donc, les filières industrielles en matière d'énergie renouvelable ne sont pas développées sur notre continent européen. Nos outils de maîtrise de la demande, d'efficacité, de sobriété énergétique ne sont pas développés. L'anticipation de la prolongation des centrales n'est pas anticipée, alors que, tenez-vous bien, en 1991, un rapport de l'OPEX, l'Office parlementaire scientifique, dit « Attention, il y aura un effet falaise, tous nos réacteurs devront être renouvelés en même temps. » Le vieillissement des centrales, c'est ça. Et nous nous retrouvons donc à la fin de ces années 2000 avec ce retard déjà accumulé. Bon, alors, ça, c'est Anne Lorblin. Les années en question, c'est la droite au pouvoir. En partie. Chirac, Sarkozy, il y a eu des erreurs de commises aussi dans ces années-là. Non, mais en fait, ce travail qui a été souhaité par les députés Les Républicains, parce que c'est nous qui avons demandé cette commission d'enquête, visait justement à regarder les choses de manière objective et pour anticiper, justement, et permettre de se corriger. Il y a effectivement peut-être à l'époque un certain nombre de difficultés d'anticipation. Je prends des exemples dans le rapport arrêt de Superphénix qui aurait permis à la France de gagner. Voilà. Ça, c'est les années Jospin. Mais moi, ce que je retiens surtout, c'est pour demain. Et quand je vois les chiffres que Blacko nous a donnés tout à l'heure sur ce que croient aujourd'hui les Français sur l'énergie nucléaire, moi, ce que j'observe, c'est qu'il y a aujourd'hui beaucoup de désinformation. Et
en tant que parlementaires, aux responsabilités, en tout cas élus au Parlement, nous avons et nous devons cette vérité aux Français que de dire que le nucléaire est une énergie décarbonée, que nous ne pouvons pas nous priver du nucléaire, que le tout énergie renouvelable est purement et simplement impossible. Et il y a un tournant de l'opinion massif qui montre une prise de confiance. Je ne crois pas parce que, vous voyez, sur notamment le solaire, le développement massif du solaire, on a un vrai manque d'informations sur effectivement l'origine, et ça a été dit très justement, sur l'origine de la fabrication de ces panneaux solaires. Et moi je regrette aujourd'hui qu'il n'y ait pas eu, et tous les Français l'entendent d'ailleurs très bien, d'abord cette initiative du gouvernement de développer le plan de programmation énergétique. Nous avons commencé à examiner à l'automne le plan énergie renouvelable. Nous venons de terminer à peine la question du nucléaire. Et seulement à l'automne, nous verrons ce plan de programmation. Là, vous vous projetez vers l'avenir. On va y venir. Mais je voudrais qu'on reste sur ce diagnostic parce que c'est quasiment 400 pages qui décrivent quand même 30 ans d'incurie. Le gros du gros, c'est ce fameux accord électoral. François Hollande, signé en 2011. On est après la primaire. Martine Aubry, Cécile Duflot d'un côté, François Hollande de l'autre, avec des circonscriptions en jeu et un programme, notamment en matière énergétique, pas plus de 50% de nucléaire d'ici à 2025 dans le mix électrique. Avec le recul, Julie Larenous, est-ce que vous re-signeriez cet accord-là? La situation est laquelle aujourd'hui? On est dépendant à 60-70% de l'énergie nucléaire en France. On savait que les centrales allaient vieillir. On voit aujourd'hui les problématiques de la compatibilité entre le nucléaire et le changement climatique, notamment en matière d'eau. Et on avait besoin, même Emmanuel Macron l'avait annoncé au début de son quinquennat, de diversifier nos sources d'approvisionnement. Pour la dépendance énergétique et la souveraineté, quelle énergie la meilleure, c'est celle qu'on ne consomme pas. Et donc, on aurait dû, et ça faisait aussi partie de cet accord électoral, mettre des investissements massifs sur la rénovation énergétique et thermique des bâtiments, ainsi que sur les transports. Ça, c'est un premier point que je trouve on n'a pas assez observé, alors que ça faisait la France le cœur accuse de un retard en matière. Le deuxième élément, c'est mais vous ne me répondez pas sur les 50%. Je vous réponds, en fait. Le deuxième élément de cet accord électoral sur les 50%, c'était de diversifier notre mix électrique. Pourquoi ? Parce qu'en France, et Nathalie Kosciusko-Morizet l'a dit pendant une des auditions, on a fait le Grenelle de l'environnement. On n'a pas parlé à cette occasion du nucléaire. Pourtant, tous les fonds du Grenelle sur l'énergie sont allés sur le nucléaire. La France est le seul pays qui n'est pas en capacité d'atteindre ses objectifs en matière d'énergie renouvelable. Pourquoi ? On l'a vu et on a pu l'observer, et moi j'en tire ces conclusions-là de ces heures d'audition, que cette opposition en France entre l'investissement public dans le nucléaire et dans les énergies renouvelables fait aujourd'hui qu'on a un retard. On a un retard qui fait en sorte qu'on fait face à une difficulté grandissante, puisqu'on a tout misé sur le nucléaire, et donc notre souveraineté et notre indépendance, elle est remise en question. Oui, et puis la dernière question... Même l'objectif des 50% n'ont pas fait accélérer les ENR, les énergies renouvelables. En fait, cet objectif, la problématique, et on l'a très bien vu, c'est qu'en réalité, quand on voit, et l'audition d'Arnaud Montebourg que vous avez vue, la France n'a pas réellement mis en place les politiques publiques pour permettre d'atteindre cet objectif. Ce n'était pas juste une question de fermer des réacteurs, puisqu'on avait un parc existant. Un défaut d'anticipation, de planification. D'augmenter la part des énergies renouvelables. Et c'est ça qu'on n'a pas réussi à faire et pas créer les filières industrielles puisqu'on a tout misé sur le nucléaire. Géraldine Wössner, sur cet accord, ce qui marque dans le rapport, c'est qu'il ne s'appuie sur aucune étude d'impact scientifique et que de manière générale, la place des techniciens, des scientifiques dans la décision politique est quasi absente. Elle est totalement absente et on l'entend encore ce soir. C'est que les Français et une très grande partie de la classe politique a en réalité, y compris Emmanuel Macron, a découvert il y a quelques mois, à l'occasion de la crise énergétique, que remplacer du nucléaire, du pilotable, par des renouvelables intermittents, ça ne marchait pas. On a eu un anticyclone, pas de vent, la nuit, pas de soleil, et simplement le système s'effondre. Je vous garantis que de très nombreux politiques ont fait une découverte à cette occasion. Et là, on revient aussi aux années Sarkozy. Il y a une espèce de grande confusion qui s'est installée dans l'esprit à la fois des politiques et des Français. Quand on a fait le Grenelle de l'environnement, justement, on a invité toutes les ONG écolos
et antinucléaires autour de la table, et on a mis dans la tête des gens l'idée que sortir du nucléaire, c'était agir pour le climat. Ce qui n'a rien à voir. Agir pour le climat, ça aurait été justement de développer le nucléaire en même temps qu'on développait fortement les énergies renouvelables. Et toutes les énergies renouvelables d'ailleurs, et également thermiques, dont vous parlez très bien dans votre rapport. Si bien qu'aujourd'hui, on se retrouve face non seulement à une classe politique et des gens qui n'ont pas encore complètement compris ces notions complexes, et un mur qu'on voyait venir, encore une fois, depuis le premier jour, depuis le lancement du parc nucléaire, on sait ce qui va se passer. Nicolas Bavray, vous êtes consterné aussi quand vous voyez ce manque d'anticipation, ces erreurs commises, où vous dites quand même, on est à un tournant, il y a une prise de conscience et maintenant on va planifier. Là où on peut effectivement être consterné, c'est que si on regarde l'histoire, dans les années 70, on a réussi à mobiliser et de manière assez prémonitoire à construire un système énergétique qui était d'abord qui assurait aux citoyens une énergie abondante et bon marché, qui était un vrai facteur de compétitivité pour l'économie et qui assurait notre indépendance énergétique. Et à la suite des erreurs qui ont été mentionnées, on se retrouve aujourd'hui avec des citoyens qui sont étranglés par des factures qui explosent et avec des conséquences, y compris politiques, sur le développement de l'extrémisme. On se retrouve avec des entreprises qui sont exsangues et dont un certain nombre vont disparaître. 17 milliards alors que pour EDF. Plus, effectivement, l'entreprise à qui on a fait porter par ailleurs une partie du poids du bouclier, de manière d'ailleurs complètement irrégulière, parce que l'État n'avait aucun droit de mettre à la charge de cette entreprise ces sommes. Mais enfin bref, donc au-delà d'EDF, il y a quand même des pans entiers de l'industrie française qui sont soit à l'arrêt et des artisans qui sont dans des situations désespérées. Enfin, sur le plan de l'indépendance, on est obligé d'importer à prix fort de l'électricité. Et dernière chose, en plus, c'est vrai que le nucléaire est décarboné et que l'électricité qu'on importe qui vient principalement d'Allemagne et le tiers est produit avec du charbon, ce qui est une catastrophe écologique. Oui. Donc ça, c'est la situation qu'on a réussi à fabriquer. Oui, le système est complètement fou là. De ce point de vue, tous alors maintenant, c'est vrai qu'il faut repartir sur les erreurs commises et puis il faut essayer, avec la difficulté que les systèmes énergétiques, c'est des gros paquebots et donc la durée d'investissement, c'est précisément ce qu'on a raté. Et maintenant, il faut et corriger surtout les erreurs intellectuelles. Et la principale, c'est que on a raisonné, j'allais dire énergie par énergie, et avec cette idée effectivement que le nucléaire c'était le diable et que les renouvelables c'était le. Mais on a oublié que notre ennemi, ce qui nous fait mourir, c'est pas le nucléaire, c'est le carbone. Et donc, il faut reprendre tout ça avec deux choses. Premièrement, il n'y aura pas de diminution de la consommation. On doit faire des économies. Mais l'idée, par ailleurs, de planifier 20% de baisse de la consommation d'électricité alors qu'on veut passer à la voiture électrique avec... la demande va exploser. C'est un énorme mensonge. Donc, il faut sortir du mensonge. On sent qu'il y a encore une correction de lunettes à faire. Pour terminer sur le diagnostic... Moi, je suis absolument en contradiction totale. Il y a deux choses qui peuvent mettre un terme à la vie sur Terre. Le réchauffement climatique et le nucléaire. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Le nucléaire, une catastrophe nucléaire, c'est... Et donc, croire que l'une va sauver l'autre et relève de l'imposture. Il y a, à un moment donné, ce n'est pas de l'imposture intellectuelle. Moi, je suis inquiète. J'aimerais croire, comme des millions de lobbies nucléaires le véhiculent, qu'il y a une solution magique qui permettrait de sortir des émissions de gaz à effet de serre et qui permettrait de maintenir notre niveau de vie actuel. Ça n'est simplement pas le cas. Toutes les questions qu'on a posées sur la filière du nucléaire, sur la gestion des déchets, sur la compatibilité avec le réchauffement climatique et les ressources en eau disponibles. Le fiasco du nucléaire, et ça a été vu dans la commission... Allez, Antoine Armand vous répond, mais je voudrais juste quand même... Le fiasco, l'EPR de Flamanville, sait-on construire un nouvel EPR? Sait-on construire des SMR? Vous répondez parce que vous les connaissez, les griefs qui sont portés au nucléaire, mais ce n'est pas un débat pour ou contre le nucléaire. On voulait vraiment revenir sur toute la filière. Que ce que vient de dire Madame Lernouz, qui représente ELV, est très significatif parce qu'en quelques secondes, on a eu un concentré d'histoire et de contre-vérité.
Première contre-vérité, le nucléaire est en mesure de mettre fin à l'humanité. Ça n'a aucun sens la bombe scientifique. Nucléaire Ça n'a aucun sens scientifique ce que vous dites. Je vous invite à faire la distinction entre l'énergie nucléaire civile et militaire. On pourra parler enrichissement si vous voulez. Donc c'est totalement faux. Deuxième chose, vous l'avez dit, mais je pensais même plus que depuis Dominique Voynet, on disait ça aujourd'hui en France. Vous avez dit, je préfère le carbone au nucléaire. J'ai pas jamais dit ça. Vous venez de le dire. Vous venez de dire, si je dois choisir, je préfère le carbone au nucléaire. Dernière chose, vous avez parlé de l'eau. Vous avez parlé de l'eau. Les chiffres sur le nucléaire et l'eau viennent d'être mis à jour. Il y a une grande partie des réacteurs qui sont en circuit ouvert et qui donc ne font que prélever de l'eau et la rendre très rapidement, souvent en plus d'un point de vue maritime, c'est-à-dire de la mer à la mer, donc l'impact de température est faible. Qui vont être sous l'eau et menacés par la montée des crues. Et vous avez des centrales en circuit dit fermé qui consomment une partie de l'eau, 12%, et non plus 40%, et ces chiffres sont en train d'être révisés. Et vous voyez, Géraldine Wessler le disait tout à l'heure, si on n'est pas capable, collectivement, après 150 heures d'audition, de regarder en face des faits scientifiques, des réalités techniques, des contraintes industrielles, nous n'avons aucune chance de réaliser ce qui est un objectif. Et je finis là-dessus, puisque nous avons la chance d'avoir Nicolas Vavré sur le plateau. Qu'est-ce que c'est la liberté est un combat? Pourquoi est-ce qu'on veut de la souveraineté énergétique? Pourquoi est-ce que je propose dans le rapport un inventaire minier pour qu'on dispose de matériaux critiques pour les énergies renouvelables sur notre territoire? Pour les véhicules électriques. Parce que demain, nous ne pouvons pas mettre notre destin éolien photovoltaïque dans les mains de la Chine. Alors, j'aurais voulu qu'on termine le diagnostic parce que vous avez le courage, comme député de la majorité, de reconnaître que les années Macron n'ont pas été parfaites non plus. Géraldine, la fermeture de Fessenheim n'était pas une fatalité. Vous l'écrivez noir sur blanc. Pourquoi Emmanuel Macron a mis autant de temps à réagir alors qu'il faut le rappeler, il était à l'Élysée, il était secrétaire général de l'Élysée, il était plutôt pro-nucléaire et ça a mis du temps. Plutôt pro-nucléaire. Oui, mais non, je pense pas. Je pense qu'en fait, il fait aussi partie de cette génération de politiques qui s'est complètement désintéressée de ces sujets techniques, technologiques et industriels. Ça n'était pas son sujet, ça n'est pas dans son scope. Il a cru, parce qu'on le lui disait, qu'effectivement, il suffirait de développer des renouvelables, beaucoup, qu'on ferait des interconnexions avec les voisins et que finalement, tout irait pour le mieux. Il a réellement découvert, je pense, le sujet assez tardivement. Et ça pose la question que vous posez très bien, que vous soulevez très bien dans le rapport et qu'avait soulevé dans une audition qui était saisissante Yves Bréchet, qui a été au commissaire à l'énergie atomique. Pendant 6 ans de mandat, entre 2012 et 2018, Yves Bréchet, il n'est pas reçu par les services de la Première ministre, reçu par personne. Il produit 4000 pages ou 5000 pages de rapports qu'il remet en main propre à des conseillers qui les enterrent aussitôt. Voilà. On n'a pas voulu... il y a un mépris de l'industrie, un mépris des réalités concrètes et physiques de ce monde. Alors parce que la politique est très utopique, effectivement, on doit porter des visions, des rêves, mais enfin on ne peut rien bâtir sur des rêves. Ça, en tout cas, vous voyez, le rapport impute des responsabilités à tous les camps politiques. Je voudrais qu'on s'arrête dans cette deuxième partie de débat sur la question du marché européen de l'électricité. C'est très compliqué. Il y a le rapport qui préconise la suspension de l'Arenh, l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, tant que ces règles européennes ne sont pas réformées. Alors de quoi parle-t-on précisément? Comment a-t-on pu décider que les concurrents d'EDF pourraient s'approvisionner en électricité auprès d'EDF à prix cassé? Explication Marco Pognier. Je propose donc de suspendre l'Arenh et de la compenser sur des crédits budgétaires par l'État. L'Arenh, un acronyme en 5 lettres pour accès régulé à l'électricité nucléaire historique. Un dispositif mis en place en 2011, obligeant EDF à vendre un quart de son électricité nucléaire à prix cassé à ses propres concurrents. Des concurrents, il y en a une quarantaine, Total Energy, EcoWater ou encore Plume Énergie. Les prix de revente d'EDF, eux, sont fixés par l'État. Pour les patrons de l'entreprise publique, ce dispositif est une aberration. L'Arenh est une monstruosité. Monstruosité. Principe même pour un industriel d'accepter de céder sa propre production à ses concurrents virtuels qui n'ont aucune obligation de production eux-mêmes. C'est quand même surréaliste. À l'origine de cette situation, une directive européenne pour ouvrir à la concurrence le marché de la production d'électricité. Pour rester l'unique exploitant de ces réacteurs nucléaires,
L'entreprise publique doit donc partager sa rente. Le monopole d'EDF devait être corrigé selon Bruxelles. Le problème, c'est que Bruxelles, conscient de ça, a introduit des pilules empoisonnées pour empêcher EDF de s'imposer sur le marché. Un rapport parlementaire publié en 2021 estime que l'ARENH est en partie responsable de l'affaiblissement d'EDF. Mais pour le gouvernement, le dispositif a aussi un avantage. Il constitue une protection face à la hausse des prix de l'électricité. L'ARENH, c'est un des mécanismes qui permet que les consommateurs français, ménages, collectivités, entreprises, puissent bénéficier de ce coût de production bas. L'année dernière, en pleine crise énergétique, le gouvernement avait obligé EDF à vendre davantage d'électricité à bas prix à ses concurrents. Une décision contestée par le groupe, mais jugée légale par le Conseil d'État. Anne-Laure Blin, vous soutenez cette proposition? Est-ce qu'elle est même possible? On peut suspendre, il faudrait que le gouvernement le décide. Mais c'est ce que nous avons demandé. Ce moyen de tarifier, de tarifs régulés aux concurrents d'EDF? C'est ce que nous avons demandé. Et s'il y a un combat à mener à l'Europe, c'est celui-ci. Aujourd'hui, ce n'est pas possible qu'on se serve et on utilise ce système sur le dos de l'endettement d'EDF. Et moi, quand j'ai auditionné le nouveau président d'EDF, c'est une question très précise que je lui ai posée. Savoir s'il était capable, avec le gouvernement, avec le président de la République, de tenir tête à l'Europe pour que nous puissions avoir une énergie qui soit à tarif acceptable et qui, en tout cas, ne soit pas en deçà de ce que l'on produit. Alors, il y a deux sujets, c'est très technique, Géraldine Wössner, pour faire de la pédagogie. On fixe le tarif de l'électricité en l'indexant sur le gaz. Ça, c'est le niveau européen aujourd'hui, parce que les Allemands ont gagné ce rapport de force. Non, il y a parce que la part de nucléaire a été réduite. Et à côté de ça, il y a Il faut pas dire tout et son contraire. Le marché de l'électricité en Europe a bien évidemment été construit avec la France. Pourquoi la France était d'accord sur ce mécanisme-là? Parce qu'il pouvait revendre son électricité nucléaire qu'il produisait à moindre coût, à un coût beaucoup plus élevé à ses pays voisins. Donc EDF et la France ont largement profiter de ce système et de ce mécanisme européen. Aujourd'hui, la question de l'ARENH, c'est la manière dont l'État français a trouvé pour répondre à la question de la libéralisation du marché européen. Deux sujets différents. Il y a la tarification, la fixation du prix et la situation... auditionné M. Proglio, il a dit que 42 €, on les a fait au doigt mouillé, un peu comme l'ouverture de Flamanville. Alors, Géraldine Wössner là-dessus et puis Antoine Armand. Non, mais il y a... Suspendre l'ARENH. C'est une évidence de suspendre l'ARENH. Mais ça, pour les raisons qu'expliquait Henri Proglio et qu'ont expliqué tous les patrons d'EDF, il y avait une belle unanimité là-dessus, simplement par principe. Le principe même de dire à un producteur d'électricité, donc en l'occurrence EDF, tu vas financer, tu vas payer tes concurrents pour qu'ils existent, c'est une aberration. Je veux dire, on dit que c'est une libéralisation du marché, je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est un autre mot. C'est pas du libéralisme. Parce que EDF était un monopole les avantages d'une libéralisation totale. Effectivement, mais je pense qu'il faut aussi reconnaître à un moment que l'énergie, c'est le sang d'un pays. C'est un élément vital d'une nation. Ça ne peut pas être considéré comme un autre bien. Ça n'est pas... Donc ça veut dire que ça n'est pas une marchandise qu'on peut soumettre à un marché selon les règles du libre-échange? Parce que de ça dépend la survie d'une société. Et d'ailleurs, l'Allemagne le sait. L'Allemagne qui n'a eu de cesse que de faire en sorte que l'avantage compétitif que représentait le nucléaire français soit brisé via les règles qu'elle imposait à Bruxelles. Alors, l'économiste que vous êtes. Et vous aurez le mot de la fin, Antoine Armand. Allez-y. Pour aller très rapidement. Vite. L'erreur, parce que l'idée du marché européen, elle est loin d'être idiote. C'est-à-dire que le fait d'avoir des interconnexions, normalement, ça peut participer de la sécurité énergétique. Qu'est-ce qu'on a fait comme erreur? Première erreur, on s'est intéressé uniquement à baisser les prix pour le consommateur. Personne n'a regardé les problèmes de production. Et on s'est retrouvé en sous-production. Deuxièmement, l'idée du prix, c'est effectivement ce qu'on appelle le prix marginal, qui est sur la dernière installation qu'on met en route. Et effectivement, c'était le gaz. C'était le gaz, pourquoi ? Parce que tout ce système était adossé, et ça c'est vrai que c'était les Allemands qui avaient beaucoup pesé là-dessus, sur le gaz russe. Bon, et donc
on a mis en place deux pièges qui ont été tragiques. Premier piège qui est qu'on s'est retrouvé en sous-capacité de production massive, et avec des problèmes effectivement créés par les renouvelables, puisque c'est intermittent. Et deuxièmement, on s'est mis dans la main des Russes, complètement, et on a laissé à Vladimir Poutine la liberté de fixer le prix du gaz, en plus d'avoir une... Sur le nucléaire, on est dans la main des Russes aussi. Non, ça c'est faux. C'est tout à fait... Alors attendez, là, le débat de Russie, 40% de l'uranium enrichi vient de Russie. Antoine Armand, c'est moins de 16%. Vos chiffres ne sont pas exacts. C'est les chiffres de Greenpeace, ils ne sont pas exacts. Alors, pour terminer ce débat, vous l'aurez le débat sur la question nucléaire et russe après, en coulisses. On va terminer ce débat avec vous, Antoine Armand. Est-ce que Bruno Le Maire a une chance de se faire entendre à Bruxelles? Il a son bâton de pèlerin sur cette question-là depuis déjà plusieurs mois, ça n'avance pas. Si ça avance, la proposition de la Commission européenne est dans le bon sens. La question, il faut se la poser dans l'autre sens. C'est nous sommes des parlementaires qui avons vocation à porter la souveraineté énergétique du pays. La France porte aujourd'hui une ambition de réforme du marché européen. Nous en avons besoin, c'est une évidence, mais nous avons besoin d'un marché européen qui reconnaît le patrimoine national que sont les concessions hydroélectriques, qui reconnaît la force française qu'est le nucléaire. Donc battons-nous collectivement au service de la souveraineté française. Merci beaucoup. On va s'arrêter là. On suit ces questions, vous le savez, sur LCP de très près. Il y a une loi de programmation énergétique qui arrive et vous serez évidemment